fais des études, trouve-toi un job stable, achète une maison en banlieue, puis prends ta retraite à 65 ans. C'est le plus grand mensonge qu'on a vendu à notre génération. Ce plan-là, celui que tes parents t'ont appris, que l'école t'a enseigné, que la société t'a répété en boucle depuis que t'es né, il est mort. Puis le pire dans tout ça, c'est que la majorité des gens le savent quelque part au fond d'eux autres, mais ils continuent quand même. Ils suivent le script parce que c'est rassurant, parce que tout le monde autour d'eux font pareil, parce que s'éloigner du troupeau, ça fait peur. Pendant qu'ils suivent le plan, ils se font tranquillement manger vivants par l'inflation, par l'immobilier, par des salaires qui stagnent, qui avancent pas au même rythme que le coût de la vie, puis ils vont se réveiller à 50 ans, épuisés, pas d'économie, avec une hypothèque sur le dos, puis une pension du gouvernement qui va couvrir à peine leurs factures. Ce que je vais te dire, ça va peut-être te mettre en colère, ça va peut-être te déranger, puis ça, c'est bien correct, parce que si t'es à l'aise avec tout ce que je vais te sortir là, c'est probablement que t'as arrêté de te poser les bonnes questions. La classe moyenne, telle qu'on la connaît, c'est une arnaque. Pas parce que quelqu'un a comploté contre toi dans son sous-sol, mais parce que le modèle a été construit pour une époque qui n'existe plus. Puis personne t'a avisé que les règles avaient changé. On va commencer avec le salaire, parce que c'est là que la plupart des gens commencent à réaliser que quelque chose cloche, même s'ils mettent pas toujours le bon mot dessus. Il y a pas si longtemps que ça, 60 000 $ par année, c'était le paradis. C'était le chiffre qui voulait dire que tu avais réussi, que tu avais une bonne job stable, que tu pouvais payer tes factures confortablement, que tu pouvais te permettre quelques voyages par année, puis tu te mettais un peu d'argent de côté par chaque mois. Ça, c'était la promesse de la classe moyenne. Aujourd'hui, 60 000, c'est devenu le nouveau seuil de survie. Fais le calcul avec moi. Pas dans les détails, dans les grandes lignes. Ton 60 000 brut, une fois que le gouvernement provincial et fédéral y a pris sa part, tu te retrouves avec quelque chose comme 42, 43 000 dans tes poches. Ça, c'est ton argent réel pour survivre. C'est ton salaire net. Puis là-dessus, bien sûr, il faut payer un loyer. Aujourd'hui, si tu essaies de trouver un 3,5 à Montréal, c'est rendu à peu près 1600 $ par mois. Tu peux peut-être même monter des fois à 1800. C'est déjà plus que 20 000 par année juste pour te loger. Puis après ça, t'as l'épicerie, t'as les assurances de ton téléphone, t'as Internet, t'as les transports, ta voiture, quelques restos par-ci, par-là, chaque mois. Quand t'additionnes tout ça, honnêtement, sans te mentir, tu vas réaliser qu'il reste pratiquement zéro à la fin du mois. T'as zéro à économiser, t'as zéro à investir, t'as zéro pour construire quoi que ce soit. Puis là, il y a du monde qui vont te dire « Ouais, mais faut juste faire un meilleur budget. » Comme si le problème, c'était un manque de discipline de ta part. Comme si les gens qui se font étrangler financièrement, c'était parce qu'ils commandent trop de café au Starbucks ou au Tim Hortons. Non, le problème, il est structurel. C'est que les salaires n'ont pas suivi le coût de la vie. C'est que le loyer il a explosé, que l'épicerie a monté d'une façon folle depuis quelques années. C'est que tout ce qui coûtait environ 10$ coûte maintenant 15$. Puis les salaires, eux autres, ils montent de 2 ou 3% par année si t'es chanceux. Pendant que l'inflation, elle a eu des années où elle grimpait bien plus que ça. Fait que la classe moyenne moderne, elle fait pas d'argent. Elle fait juste payer des factures en attendant le prochain chèque. Elle est tout le temps à 2 semaines d'un désastre financier. Il suffit que ta voiture, elle a un problème mécanique, que tu perds ton emploi, puis ça y est, c'est fini, t'as tout perdu. Ça, c'est la réalité que personne veut voir vraiment. 60 000 $ en 2026, c'est pas la réussite, c'est survivre. Puis si ton plan financier il repose entièrement sur ton salaire de salarié, sans jamais investir, sans jamais générer d'autres sources de revenus, tu vas survivre toute ta vie, tu vas pas vivre. Puis la différence entre les gens qui s'en sortent puis les gens qui restent coincés dans cette situation-là, c'est pas combien ils font, c'est quoi ils font avec. Puis on va y revenir dans quelques minutes. Le deuxième pilier de la classe moyenne traditionnelle, c'est la maison. Acheter ta propre maison, avoir ton chez-toi. Pendant des décennies, c'était ça le plan qui avait du sens. Tu travaillais fort, tu sauvais pour une mise de fonds, t'achetais quelque chose de raisonnable, tu remboursais ton hypothèque tranquillement, puis au bout du compte, t'avais un actif qui valait quelque chose. C'était une forme de patrimoine accessible. Ça fonctionnait. Mais là, on est en 2026. Puis le calcul, il marche plus. Dans la région de Montréal, une maison unifamiliale ordinaire dans la banlieue, c'est facilement dans les 5, 6, 700 000 $ selon la ville, selon le secteur. C'est des chiffres qui auraient semblé complètement fous il y a 20 ans. Puis pour beaucoup de familles de la génération de nos parents, c'était le prix d'un manoir. Pas d'une maison en briques normale avec un carré de gazon devant. Puis là-dessus, tu dois mettre une mise de fonds. On parle de dizaines de milliers de dollars que tu as besoin d'avoir dans tes poches, cash, avant même de commencer.
Pour une personne qui a du mal à sauver d'un mois à l'autre à cause du coût de la vie qu'on vient de voir, c'est une montagne qui semble insurmontable. Mais on va dire que tu y arrives. On va dire que tu économises pendant des années, que tu vis cheap, que tu te sacrifies, que tu ramasses ta mise de fonds. Là, tu arrives à la banque. Puis là, sur ce que tu finances, tu payes des intérêts. Des paiements hypothécaires mensuels qui peuvent facilement monter à 3-4 000 $ par mois ou plus selon ce que tu achètes puis ce que tu finances. À ce niveau-là, sur un revenu de 60 000 $ net annuel, ton hypothèque seule mange la grande majorité de ton revenu disponible. Puis il te reste une vie à vivre par-dessus ça. Il te reste l'épicerie, les assurances, le chauffage, les taxes municipales, l'entretien de la maison. Parce qu'une maison, c'est quelque chose que tu es obligé d'entretenir si tu veux qu'elle garde sa valeur ou juste simplement d'avoir une belle maison. Il peut y avoir plein d'affaires qui arrivent autour de ta maison, puis ça coûte vraiment cher. Je prends toujours l'exemple d'une thermopompe. Ça peut coûter des milliers de dollars à réparer, puis ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais le discours qu'on entend encore beaucoup, c'est « oui, mais c'est pas comme louer. T'es en train de bâtir quelque chose. » Puis c'est vrai en partie, mais ce qu'on dit pas assez, c'est que pendant les premières années d'une hypothèque, presque la totalité de tes paiements s'en va en intérêt à la banque. T'es pas en train de rembourser la maison elle-même. T'es en train d'enrichir la banque pendant vraiment longtemps avant de commencer à payer quelque chose qui t'appartient réellement. Puis le pire dans tout ça, c'est pas l'aspect financier en lui-même, c'est la pression psychologique et sociale qui force des gens à s'embarquer là-dedans même quand le calcul y marche pas pour eux. Parce que dans notre culture, acheter une maison, c'est associé à la réussite, à la maturité, à avoir réussi sa vie. Puis ne pas en avoir, c'est encore aujourd'hui perçu par certains comme un signe d'échec ou d'instabilité. Fait que des gens y s'étouffent financièrement pour des décennies. Ils acceptent de ne pas avoir de marge de manœuvre, de ne pas pouvoir investir, de ne pas pouvoir se permettre grand-chose en dehors de leur paiement, juste pour avoir un titre de propriété. Pas parce que c'est la meilleure décision financière dans leur situation, mais parce que c'est ce que la société leur dit qu'ils doivent faire. Puis je suis pas en train de dire que l'immobilier c'est toujours une mauvaise idée. C'est pas aussi simple que ça. Puis dans certaines situations, à certains moments, ça peut faire du sens. Mais ce que je dis, c'est que s'endetter jusqu'au cou pendant 30 ans dans une propriété qui mange la majorité de ton revenu, juste parce que c'est ce que tout le monde fait, ou parce que louer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, c'est pas un plan. Ça, c'est une cage. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ces décisions-là me rapprochent de la liberté financière ou est-ce qu'elles m'en éloignent pour les 30 prochaines années? Là, on arrive à l'argument qui va peut-être faire le plus mal. C'est la retraite à 65 ans. C'est le deal qu'on nous a promis. Tu travailles fort, peut-être 40 heures par semaine, pendant 40 ans de ta vie, cotises à la RRQ, tu cotises peut-être un régime de retraite si tu es chanceux d'en avoir un, puis à 65 ans, tu profites enfin de ta vie. Tu voyages, tu te reposes, tu fais ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'avais pas le temps parce que tu étais trop occupé à travailler. Ça, c'est le plan. C'est ça qu'on t'a vendu. Maintenant, on va regarder ça plus en profondeur. La pension de la Régie des rentes du Québec, la RRQ, est censée remplacer une portion de ton revenu de travail à la retraite. Mais une pension gouvernementale seule, pour la très grande majorité des gens, c'est pas suffisant pour vivre confortablement. C'est pas moi qui le dis, les chiffres le montrent. C'est du monde qui doivent souvent compter sur les économies de toute une vie pour combler la différence. Puis là, souviens-toi de l'argument numéro 1. Si pendant 40 ans, t'as pas réussi à épargner grand-chose parce que ton salaire couvrait à peine tes dépenses, t'arrives à 65 ans avec quoi exactement? Une pension gouvernementale, un REER peut-être pas si rempli que ça, puis une maison si t'en as une, que tu peux potentiellement revendre mais que tu dois encore habiter quelque part. Puis l'inflation, elle continue de gruger ton pouvoir d'achat à la retraite aussi. L'argent que tu pensais avoir suffisant à 65 ans va valoir de moins en moins chaque année qui passe. Le coût des médicaments y augmente, le coût du logement y augmente, le coût de la bouffe, puis ta pension, elle augmente pas au même rythme. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental que les chiffres là-dedans. Puis c'est une question que j'aimerais que tu te poses sérieusement. Est-ce que tu veux vraiment attendre d'avoir 65 ans pour commencer à profiter de ta vie? À 65 ans, tu as peut-être des problèmes de santé que tu n'avais pas à 35 ans. Tu as peut-être moins d'énergie, tu n'as peut-être pas la même mobilité. Les voyages que tu rêvais de faire à 40 ans, tu les feras peut-être différemment à 65 ans ou peut-être que tu les feras juste pas. Puis le temps que tu as devant toi pour en profiter, il est mathématiquement plus court. Le modèle traditionnel te demande de sacrifier les meilleures années de ta vie, celles que tu as de l'énergie, de la santé, de l'ambition, pour les donner à une entreprise. En échange de quoi? D'une promesse de liberté à un âge que tu seras peut-être trop épuisé pour en profiter pleinement. J'appelle ça un plan de perdant.
Pas parce que les gens qui le suivent sont des perdants, mais parce que le plan lui-même est fondamentalement défavorable à la personne qui l'exécute. Fait que c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est de décrocher mentalement du modèle. C'est de refuser de voir ta vie comme une longue série de sacrifices en échange d'une liberté hypothétique à 65 ans. C'est de commencer à penser aujourd'hui à comment tu peux acheter ta liberté le plus tôt possible. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur le mouvement FIRE, justement, que c'est ça le vrai terme. Puis la façon concrète de faire ça, sans avoir un revenu de 1 million par année, c'est d'abord de couper dans la surconsommation. Parce qu'une des choses qui maintient le plus de gens dans la roue, c'est pas juste leur salaire, c'est leurs dépenses, le char trop cher, les abonnements accumulés, les sorties non planifiées, le mode de vie gonflé artificiellement pour avoir l'air de la classe moyenne, même quand ça ne le permet pas vraiment. Chaque dollar que tu dépenses inutilement, c'est un dollar qui travaille pas pour ta liberté. C'est un dollar qui retarde le jour où tu vas pouvoir faire les choix que tu veux vraiment faire dans la vie. Ensuite, c'est d'investir agressivement. Pas dans 10 ans, pas quand tu vas avoir plus d'argent, mais maintenant, avec ce que tu as. Parce que le temps en investissement, c'est ton avantage le plus puissant, puis il diminue chaque jour que tu attends. Le CELI, c'est probablement l'outil le plus puissant qu'un Québécois moyen ait à sa disposition pour construire de la richesse. La croissance dedans est à l'abri de l'impôt. Les retraits sont libres d'impôt. C'est essentiellement le gouvernement qui te dit « Voici une façon de t'enrichir sans qu'on pige dedans. Utilise-le, maxe-le si tu peux, puis mets-y des actifs qui travaillent pour toi. Mets des ETF diversifiés, des choses qui vont croître dans le temps. Parce que chaque dollar que tu mets là-dedans quand tu as 25 ans, il y a 30 ou 40 ans devant lui pour composer, pour doubler, pour redoubler, pour devenir quelque chose de significatif. Ça, c'est le vrai plan de retraite. Pas attendre après l'État, pas espérer qu'une augmentation de salaire de 2% va changer ta vie. Ton but, c'est de te prendre en main, d'investir avec discipline, puis acheter ta liberté financière bien avant 65 ans. Et l'idée, c'est d'arriver à un point où tes actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir tes dépenses, puis où le travail devient optionnel. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que le travail que tu fais, tu vas pouvoir le faire par choix, pas par obligation. Puis cette différence-là, elle change tout dans la façon dont tu vis ta vie. C'est pas un rêve réservé aux millionnaires. C'est une réalité accessible à quelqu'un qui commence tôt, qui investit régulièrement, puis qui refuse de dépenser chaque dollar qu'il fait juste pour avoir l'air de vivre la belle vie sur les réseaux sociaux. La liberté financière, ça se bâtit pas du jour au lendemain. Ça prend de la discipline, ça prend de la constance, ça prend de renoncer à des choses à court terme pour gagner énormément à long terme. Mais c'est infiniment plus intéressant comme projet de vie que de travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans pour une pension qui va à peine suffire. Fait qu'on a couvert 3 réalités aujourd'hui. Le salaire qui suffit plus, l'immobilier qui est en train de devenir une prison pour bien du monde, puis la retraite à 65 ans comme plan de vie qui tient plus la route. Puis je sais que tu es en train de dire « Ouais, mais c'est déprimant comme portrait » ou encore « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la réalité dans laquelle on vit. » Oui, c'est la réalité dans laquelle on vit, mais la réalité, tu peux naviguer dedans. Ça se travaille, ça se contourne quand tu comprends les règles du jeu. Puis le premier pas, c'est d'arrêter de suivre un script qui a été écrit pour une époque qui n'existe plus. La classe moyenne traditionnelle, comme on peut l'appeler, c'était une promesse qui fonctionnait dans un contexte économique bien précis. Puis ce contexte-là, il a changé. Puis soit tu t'adaptes, soit tu continues de suivre un plan périmé, puis tu te demandes pourquoi ça marche pas. Puis s'adapter concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui refuse de se définir par son titre de propriété ou par son salaire, qui comprend que la vraie richesse, c'est pas un code postal ou un char dans l'entrée, c'est la liberté de faire ses propres choix. Fait que coupe dans des dépenses inutiles, max ton CELI chaque année, développe des compétences qui ont de la valeur, refuse de mettre ton avenir financier entre les mains du gouvernement. Puis je vais être honnête, ce que je t'ai sorti aujourd'hui, ça va fâcher du monde. Il y a des gens qui vont entendre ça puis qui vont me dire que je simplifie, que c'est pas si simple que ça, que la vie c'est compliqué, qu'on peut pas tous être des investisseurs. Ben déjà oui, je pense que tout le monde peut être des investisseurs. Je pense que si tout le monde utilise son argent intelligemment, devrait et doit investir. Puis c'est vrai que chaque situation est différente. Mais je pense que si tu es intelligent, si tu t'es rendu jusqu'à écouter cette vidéo-là, je crois que tu es déjà dans la bonne voie pour investir et je pense que d'ici peu, si tu n'es pas déjà en train de le faire, tu vas être en train d'investir. Puis je le dis encore, je suis pas conseiller financier, c'est pas des conseils personnalisés, tu dois toujours faire tes propres recherches avant d'investir. Si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à liker, t'abonner, partager, commenter, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et ça va m'encourager à faire des meilleures vidéos pour vous.